Ok, bienvenue donc à Kaiop. Petite présentation oblige pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. On fait principalement du web historiquement et de plus en plus on se dirige vers le développement mobile, le cloud et même de l'IoT. On a pas mal d'offres d'emploi en cours si jamais certains sont intéressés pour nous rejoindre. On est basé à Montpellier, à Paris, en Pologne, au Canada, à Londres, un peu de partout. Et on aime bien organiser des meet-ups, enfin recevoir des meet-ups du moins. Donc si jamais vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas à revenir vers Montpellier Tech Hub. Et il y a plein de gens aussi pour accompagner les gens qui veulent prendre la parole, donc n'hésitez pas. Donc ce soir, je vais commencer par vous parler de serverless, et on va essayer d'aller au-delà de ce mot, de ce buzzword que l'on entend un peu de partout, et on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Donc je m'appelle Antonin Savoie, je suis lead développeur à Kaiop depuis plus de 5 ans maintenant. Et ce que j'aime faire principalement, c'est du serverless, mais aussi du Vue.js. Donc serverless, c'est un mot qui est noyé aujourd'hui un petit peu dans plein d'autres buzzwords qu'on entend à droite à gauche, les microservices, le cloud, le big data, le machine learning. C'est plein de concepts qu'on peut entendre, on peut voir des confs dessus, mais il y a des fois où ça reste un petit peu flou. Ce que j'ai voulu essayer de faire par ce talk, c'est de démystifier une partie du serverless, parce qu'il peut y avoir plein de définitions possibles. Donc ce soir, je vais vous présenter une définition d'une serverless, une certaine approche. Il n'y a pas une définition claire et nette, mais on va essayer de voir au moins une partie, qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Donc si on prend le mot au pied de la lettre, serverless, ça veut dire pas de serveur. Est-ce que c'est vrai? Évidemment non. Serverless, ça ne veut pas dire qu'on développe sans serveur, mais c'est le nom d'une approche, on peut parler d'une architecture serverless. En fait, on va développer des services, des applications, des API sans se soucier des serveurs qui vont être derrière. On va juste venir utiliser majoritairement des services que des tiers vont nous proposer et on va plus se soucier de où est-ce qu'ils sont installés, comment les configurer, comment les migrer, comment les rendre scalables, dupliquer les données, etc. On va juste se contenter d'utiliser les services qui nous font certaines promesses en termes d'utilisabilité pour construire nos applications et nos services avec. Donc comme je disais, l'approche serverless telle que moi je la vois, telle que je l'utilise et que certaines personnes utilisent aussi, c'est une forte utilisation des services tiers, voire uniquement des services tiers. Les serveurs, ils existent toujours, c'est juste qu'on les oublie, on ne s'en occupe pas, on vient configurer les services, mais pas les serveurs directement derrière. Serverless, la plupart du temps, il remplit trois caractéristiques. Premièrement, c'est le pay as you go, c'est-à-dire qu'on va souscrire à un service et on ne va payer ce service que quand on l'utilise ou que dans le domaine limité qu'il nous offre. Donc on n'a plus à payer une machine 150 € par mois et on met un peu tout ce qu'on veut dessus jusqu'à ce qu'elle explose. On vient utiliser des petits bouts à droite à gauche à moindre coût et on ne paye que quand on utilise réellement ces ressources qui nous sont mises à disposition. Deuxième chose, c'est que la plupart des services, pas tous, mais la plupart, ils sont stateless. Donc c'est l'inverse de ce qu'on peut voir en PHP où les sessions sont sticky, où c'est vraiment stocké côté serveur et si on change de serveur, on peut perdre la session ou c'est compliqué à faire. Là, toutes les requêtes, toutes les utilisations des services vont être stateless. On peut toujours passer des informations de client à service, mais le service, lui, ne connaît pas qui sont vos clients, ne peut pas gérer des sessions. Et enfin, un des énormes avantages aussi, c'est la scalabilité que promettent souvent ces fournisseurs de services. C'est-à-dire qu'on demande un service et on ne sait pas s'il y a un serveur ou 120 derrière ou comment ils sont utilisés. On sait juste qu'automatiquement, en fonction de la demande, ça va scaler automatiquement et ça va répondre toujours à peu près avec le même temps de réponse. Et nous, particulièrement aujourd'hui, on va s'intéresser au Function as a Service, qui est un pan du serverless. Function as a Service, ça s'appelle les FAS, je leur parlerai peut-être un petit peu comme ça. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une fonction de code, ça peut être du Node.js, du Python, du Go, un petit peu tous les langages, qui va être déployé dans le cloud. On sait où, sur un serveur forcément, mais on ne gère pas où sont réellement déployés ces serveurs. On peut voir qu'il y a des options de configuration, de savoir qu'on veut être dans telle zone ou telle région, mais on ne peut pas être aussi fin de se dire je veux être sur cette machine. Et cette fonction, donc, elle va exister dans le cloud et on va lui accrocher des déclencheurs, des triggers. C'est différents événements qui vont pouvoir venir exécuter cette fonction-là. Donc la plupart, ça va être des appels HTTP, des mises à jour dans une base de données, une file d'attente de messages qui doivent être traités par notre fonction. Ce genre de choses, il existe des centaines de déclencheurs, on n'en verra que quelques-uns aujourd'hui. Et cette fonction, elle peut ne rien retourner parce qu'elle fait un traitement et elle s'arrête, c'est fini. Elle peut aussi envoyer des choses, du HTTP, du JSON, faire appel à un autre service pour créer des chaînes de services. Globalement, c'est une fonction as a service. Aujourd'hui, on va faire un focus sur
un service qui fournit des faces, qui est AWS Lambda. On fait un focus sur AWS, pas parce que c'est les meilleurs ou les moins chers ou les plus performants, c'est juste ce que je connais, ce que j'utilise. La plupart des choses qu'on va voir aujourd'hui, à part les noms et 2-3 configs, tout sera réutilisable à la fois sur du Google Cloud ou du Microsoft Azure ou autres fournisseurs de services. Donc AWS Lambda, c'est le service de Function as a Service fait par AWS. Il existe des centaines de services sur AWS. Aujourd'hui, on va se focus là-dessus. Donc quand on veut créer une Lambda, une Function as a Service, on peut le faire de façon hyper simple. On va sur la console AWS, on appuie sur le bouton Créer, on arrive à peu près à cette interface-là. Donc ici, on voit que notre Lambda, elle a un nom, qui est Hello World. À gauche, on peut voir qu'il y a tous les triggers qu'on va nous lui accrocher. Actuellement, il n'y en a pas et il y en a, je crois, une trentaine ou une quarantaine disponibles côté AWS. La plupart du temps, moi, la façon dont je l'ai utilisé, c'était soit en réception d'un message SQS, donc une file d'attente avec des messages à traiter, soit des requêtes HTTP. Et on a un petit éditeur de texte qui nous permet de voir vraiment le code qui est associé à cette lambda-là, à cette fonction, le code qui sera exécuté quand la fonction va être déclenchée. Donc il y a une seule fonction qui va être le point d'entrée, mais on peut avoir d'autres fichiers à côté, et on verra qu'on peut aussi avoir des node modules, des librairies à côté, qu'on peut utiliser pour faire des fonctions vraiment complexes. Une fois qu'on a notre code, il faut savoir comment elle va être déclenchée, comment elle va fonctionner derrière. Donc par défaut, une lambda, elle est éteinte, elle dort, et au premier déclenchement, cette lambda, elle va démarrer. Ça va prendre un petit peu de temps pour le premier démarrage, je crois que c'est autour du 200 millisecondes, donc c'est pas énorme non plus, mais ça peut avoir un impact sur les performances que l'on attend derrière. La fonction, elle va s'exécuter, faire tous ces traitements qu'elle a à faire, nous renvoyer une réponse et s'éteindre. C'est le fonctionnement tel qu'on le présente d'habitude, c'est pas exactement ça. La lambda, quand elle a fini de s'exécuter, elle ne s'éteint pas tout de suite. Si on appelle 2 fois la même fonction d'affilée, on ne va pas attendre 2 fois qu'elle redémarre. Je crois que par défaut, sur AWS, elle reste éveillée pendant 10 minutes. Donc comme ça, si on l'appelle plusieurs fois, on n'a pas besoin d'attendre ce temps de démarrage, elle va répondre instantanément. Et les différents triggers qui peuvent exister, donc il y a les appels HTTP via API Gateway, quand il y a un fichier qui est modifié dans un S3, quand il y a un nouveau message dans SQS, quand il y a une nouvelle entrée qui est ajoutée aux mises à jour dans DynamoDB. Il peut y avoir vraiment plein de choses pour se brancher dessus. Quelques cas d'usage maintenant, on va aller du plus simple au plus complet. Imaginons qu'on a un site de e-commerce et que tous les jours à 3 heures, on veut exporter les commandes qui ont été passées d'une database vers notre ERP, notre CRM ou une autre database. Plutôt que d'avoir un serveur qui dort entre guillemets et qui tous les jours il y a un cron qui se lance, là on va juste venir créer un événement CloudWatch qui permet de faire des crons sur AWS. Et tous les jours à 3 heures du matin, ça va venir réveiller notre lambda, elle va faire son traitement qui peut prendre 3-4 minutes. Et derrière, elle va attendre 10 minutes et elle va s'éteindre. Et du coup, on va avoir payé sur la journée que les 10 minutes où la lambda était allumée. Avant de payer le moindre centime avec un import comme ça, ça sera toujours gratuit. Il y a plein de choses comme ça qui ne coûtent rien ou presque sur AWS. Quand c'est des cas comme ça hyper simples et ponctuels, ça ne coûte vraiment rien à utiliser. Un deuxième cas d'usage, c'est toujours sur notre site de e-commerce. Il y a une commande qui est passée et on veut générer la facture. Plutôt que d'avoir un serveur qui a des grosses ressources parce qu'elle va générer 2000 PDF à la journée, on va avoir une petite lambda qui va être dans son coin, qui va attendre de recevoir des messages qui dit « génère-moi telle facture avec telle donnée ». Et en fait, la plupart du temps, la nuit, elle ne va pas tourner, ou 1 ou 2 fois, parce qu'il y a très peu de commandes la nuit. Dans la journée, elle va s'exécuter, elle ne va jamais s'éteindre parce qu'il y a une commande toutes les 10 minutes. Et s'il y a une grosse promo ou quelque chose, d'un seul coup, il va y avoir 2000 commandes en 3 minutes. Et automatiquement, la lambda, elle va voir qu'elle a trop de messages en attente, qu'elle est trop chargée. Et il y a d'autres lambda à côté qui vont venir s'allumer et l'aider à traiter tous les messages. Donc sans rien faire, on peut configurer des limites en termes de nombre de lambda pour que ça ne grossisse pas trop. Mais tout seul, ça va venir s'agrandir pour pouvoir gérer la charge en entrée qui est plus importante. Et ça va venir automatiquement s'éteindre au fur et à mesure que les messages viennent diminuer. Donc c'est aussi un des avantages des fonctions de service, c'est si on a beaucoup de charges d'un seul coup et que c'est très ponctuel, tout seul, ça va venir la gérer et ça va venir se réduire derrière en fonction du flot entrant. Un autre cas, plus ponctuel aussi, on a un CMS, on a un contenu qui est édité et on veut proposer de l'audio reading à nos utilisateurs. À chaque fois qu'il y a un article qui est modifié dans notre back-office, on vient déclencher une lambda qui, elle, fait appel au service d'AWS qui est Poly, qui prend du texte et qui renvoie un MP3.
et notre lambda récupère ce MP3 et vient le mettre à jour sur un S3 ou dans notre CRM. Là, pareil, ça vient s'allumer uniquement quand il y en a besoin, parce que des éditions, on n'a pas forcément toutes les minutes. Et si, par exemple, tous les matins, on a une application qui est sur 40 pays et que tous les matins, à 9 h, tous, ils publient les articles en même temps, et ben on sait que de 9 h à 9 h30, on va avoir une dizaine lambda qui va se lancer pour gérer tous ces cas-là, et derrière, ça va rechuter, et il n'y aura qu'une seule lambda qui va écouter ce genre d'événement. Un cas d'usage assez fréquent aussi avec les lambdas, ça va être de faire des API REST par exemple, où chaque lambda va correspondre plus ou moins à une route, une action faite qui est exposée via l'API. Donc là, c'est simple, c'est un déclencheur en mode HTTP. La lambda va calculer, va lire des données, les rassembler, n'importe quoi, et renvoyer une réponse HTTP, au même titre qu'un serveur Apache ou Node ou autre. Donc c'est un cas d'usage qui est assez fréquent. Un cas qu'on voit moins, mais qu'on a pu mettre en place avec Pierre notamment, qui vous parlera tout à l'heure, c'est des lambdas qui génèrent directement du HTML et qui le renvoient au navigateur, et ça ne change rien que ce soit un Symfony, un Node.js ou une lambda, la réponse HTTP est la même. Là, ce qui est intéressant, c'est que devant la lambda, on peut mettre un cache type varnish ou autre, et du coup, nos lambdas va être appelé que quand le cache va être invalidé. Donc là encore, le temps de computing de ressources serveur qui va être utilisé, il va être très très faible parce qu'il va être exécuté vraiment que quand on en aura besoin. Un autre exemple que j'ai pu tester récemment aussi, c'est avec, donc, moi je l'ai fait avec Prismic.io, mais avec n'importe quel CMS headless, donc CMS Cloud, c'est de mettre un webhook quand il y a un nouvel article qui est créé, qui est édité. On vient de déclencher une lambda qui, elle, prend notre site en Vue.js, en React, en ce que vous voulez, génère sa version statique et vient le mettre sur un S3, un Netlify ou ce que vous voulez. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir un serveur au milieu qui vient faire ce rendu statique. Il existe plein de solutions, mais c'était une façon de faire. On n'a plus besoin d'un serveur au milieu qui va dormir et qui attend juste qu'on lui demande de générer du statique. C'est une petite lambda qui vient s'allumer, qui vient générer ce statique uniquement à la volée quand il y en a besoin. Donc au final, on a vu quelques cas d'usage, il peut y en avoir plein, chacun a ses contraintes, ses inconvénients. Globalement, les avantages d'utiliser des lambdas ou des fonctions as a service, c'est une intégration facile dans des projets existants parce que ça peut vivre tout seul dans son coin. On n'est pas obligé de le coupler à tout notre SI, à part si on a des contraintes de sécurité ou de données sensibles à vraiment protéger. Là, c'est d'autres choses à prendre en compte. Mais globalement, on peut les intégrer hyper facilement. Le coût qui est réduit, encore une fois, ça va dépendre des scénarios, mais que ce soit des imports ponctuels ou du retour d'API ou de HTML qui va être derrière un cache, comparé à un serveur qui peut... J'avais fait la comparaison sur le site de foncière.com où on a environ 1 million de visites par mois avec juste des lambdas, donc sans compter le cache, les bases de données. Ça revenait, je crois, à 2,80 € tous les mois, alors que le plus petit serveur chez OVH était à 3,50 € et je doute qu'on puisse faire tourner un Symfony comme on veut dessus, hyper customisé. Donc juste sur le temps de computing, on va y gagner. En termes de coût, ça réduit drastiquement. Le côté évolutivité, qui est aussi hyper simple, vu qu'on peut avoir 3 lambdas comme 500, que chacune peut être découplée totalement les unes des autres, ça va être facile de venir en mettre à jour une, d'en tester une, de faire de l'A/B testing en jouant avec nos routes, etc. Et ça facilite aussi l'approche microservice, c'est encore notre buzzword, mais certains connaissent sûrement. Vu que tout par défaut est découplé, on va voir qu'on peut regrouper certaines lambdas, mais on peut facilement les découpler, elles peuvent facilement vivre dans leur coin, et du coup l'approche microservice est relativement facile dans ce sens-là. Il y a également quelques inconvénients, il y en a plein, des petits, des mineurs qui nous ont pris la tête, mais sans plus. Il y en a certains où ça a été un peu plus compliqué parfois, notamment le cold start, donc le démarrage à froid, c'est le premier démarrage d'une lambda. Quand on commence à s'intéresser vraiment à de la performance, ces 100 millisecondes, elles vont devenir problématiques. Si notre page, elle met déjà 500 millisecondes à charger, qu'on rajoute 100 millisecondes de lambda, puis 100 millisecondes d'un truc à droite, à gauche, etc., ça devient vite l'enfer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficilement gérable. Une des solutions, c'est de dire que nos lambdas ne vont jamais s'éteindre. Et du coup, toutes les 10 minutes, il y a un faux appel qui est fait à cette lambda pour être sûr qu'elle est toujours éveillée. Donc ça va nous coûter plus cher, mais on est sûr que le temps de réponse, lui, il ne va pas être impacté par ce démarrage. Deuxième inconvénient, c'est, j'appelle ça mode de l'hyper-performance. Vu qu'on n'a pas accès à la machine derrière, on n'a pas accès à toutes les options qu'on peut trouver. Par exemple, si on avait un serveur sous CentOS ou n'importe quoi, qu'on veut gérer le swap max de nombre de fichiers ou la mémoire tampon ou quoi. Ça, j'appelle de l'hyper-optimisation, c'est quand on arrive à des grosses perfs quand même.
Ça, on ne peut pas le faire sur une lambda parce qu'on n'a vraiment accès à rien, on n'a pas accès à la machine, on ne sait même pas sur quelle machine, ou au singulier ou au pluriel, les lambdas vont tourner, donc on n'a pas accès à ça. On a quelques configurations, mais ce n'est pas hyper fin. Et enfin, la taille limitée. La taille limitée du package de code qu'on peut envoyer sur une lambda. Bon, il est limité, on a quand même 50 mégas, donc avant d'avoir 50 mégas de code, on peut y aller. Mais ça peut arriver relativement vite en fonction de ce qu'on veut embarquer en termes de code, de fichiers. C'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs. Et je suis en transition avec une application ou une API qui commence à grossir. Au début, on a fait 3 routes pour tester et au final, notre API qui contient 400 routes, il y a tout qui est sur serverless, donc on a 400 lambda et ça devient compliqué à gérer. On a vu, pour créer une lambda, on peut le faire via l'interface d'AWS. Quand on a 3, 4, 5, 6 lambda, ça reste faisable. Ça commence à être fastidieux parce qu'à chaque fois, il faut les rouvrir, copier-coller tout le code ou tous les fichiers qui sont partagés. Donc déjà, pour éviter ça, on peut se dire que je prends tous mes fichiers et je les envoie à chaque fois sur chacune de mes lambdas. Chaque lambda va garder son point d'entrée unique à elle, mais si j'ai des fichiers partagés, des services d'accès à une base de données ou à une API externe ou autre, j'ai plus besoin de copier-coller à chaque fois et de faire attention. J'envoie tous les fichiers en bloc un peu dessus. Tant que ça ne dépasse pas 50 mégas, c'est pas gênant et je me prends moins la tête. Sauf que là, il faut encore le faire 6 fois sur chacune de nos 6 lambdas. Il y a 6 lambdas, ça va. Quand on arrive à 200, ça devient très très long de faire une mise en prod. Et du coup, l'idée, c'est de dire, d'un seul coup, je vais envoyer tous mes fichiers sur toutes mes lambdas. Chacune va garder son propre point d'entrée. Elles vont toutes contenir du code mort, inutile pour elles, mais ça n'impacte pas forcément les performances. À part le démarrage, on a vu qu'on pouvait le contourner un peu. Et du coup, on se dit, on ne se prend pas la tête, on envoie le code de partout, chaque lambda a son point d'entrée, ça fonctionne très bien. Pour faire ça, il utilise plusieurs façons. On peut utiliser du Terraform, pour ceux qui connaissent. Tout simplement l'appli d'AWS, pour lui dire, je vais me synchroniser ce dossier dans toutes mes lambdas et c'est fini. Mais nous, on va parler un petit peu plus de Serverless Framework. Donc, ils ne sont pas pris la tête sur le nom. C'est un framework, en fait, c'est un toolkit en Node.js pour nous aider à développer et déployer des applications avec Serverless. Donc, ça gère plusieurs types de ressources, pas uniquement des functions as a service, mais c'est principalement orienté pour ces fonctions-là. Serverless, il vient avec 3 promesses. Première, c'est l'infrastructure as a code. Donc, on va vraiment définir nos services, donc nos fonctions dans du code, dans du YAML. Donc, c'est hyper pratique parce qu'on peut gérer des versions avec ça. On peut le versionner sur Git. Tout le monde verra l'intérêt, je pense. Une clé qui est hyper simple, que ce soit pour créer des projets, pour les déployer, les mettre à jour. Et sa grande force, c'est qu'il est provider agnostique. Ça veut dire qu'à 2-3 nuances près, on va définir notre infrastructure avec du code. Ce code va être valable pour AWS, pour Google Cloud, pour Azure, pour IBM et pour les providers qui sont rajoutés au fur et à mesure comme supportant serverless. Donc pour créer un projet, c'est vraiment hyper simple. Serverless create. Derrière, on va lui donner 2-3 informations. Là, on va lui dire qu'on va utiliser AWS, qu'on va utiliser Node.js comme étant le runtime de nos fonctions. Et on lui donne le chemin dans lequel il va nous créer les fichiers. Donc une fois cette commande effectuée, on a 2 fichiers qui vont être créés. Le premier, serverless.yaml, c'est ce qui va contenir notre infrastructure, de la description de nos fonctions, et un fichier handler.js qui va être le point d'entrée de ces fonctions. Donc le fichier serverless.yaml qui va représenter toutes nos fonctions, tous nos services, il ressemble à peu près à ça. Là, il est relativement simple. Il a un nom de service. Derrière, on va lui donner des informations sur le provider, donc où est-ce qu'on va le déployer. Ici, on a mis AWS. On va choisir quel va être le runtime de nos fonctions. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 7 ou 8 langages supportés, du Node, du Go, du Ruby, du Python, du Rust, je ne sais plus exactement, mais il y a de quoi faire. Et derrière, on va avoir une entrée functions qui, elle, va contenir toutes nos fonctions les unes en dessous des autres. Une fonction, elle va avoir un nom. Elle va avoir un handler, donc ça va vraiment être la fonction JavaScript qui va lui être associée, JavaScript dans notre exemple. Et derrière, on va avoir la liste des événements qui vont venir déclencher cette lambda. Dans l'exemple ici, il n'y en a qu'un seul, mais il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir plusieurs déclencheurs HTTP, comme on peut mélanger des déclencheurs HTTP et DynamoDB et S3 et ce qu'on veut. Et dans le fichier handler.js, qui va contenir vraiment le code de nos fonctions, ça va être un module.export de chacune de nos fonctions JavaScript qu'on a définies juste avant. Donc ici, le point d'entrée de ma fonction Hello World, c'est handler.myfunction.
Ici, on vient définir la fonction myFunction comme étant une fonction JavaScript classique. Ce n'est pas une obligation, mais on peut gérer de la synchrone dedans. Vous pouvez le faire avec des callbacks si vous aimez vous arracher les cheveux. Et dans le même fichier, on va définir toutes nos fonctions. Ça ne va pas devoir contenir tout le code de toutes nos fonctions, mais uniquement les points d'entrée. Rien ne nous empêche d'installer des node modules à côté, de créer nous des autres fichiers de service, de helper, de manager, de ce qu'on veut, et les utiliser pour partager du code ou faire des choses un peu plus compliquées. Nous, dans l'exemple qu'on a fait, donc on a à peu près 250 lambda, je crois maintenant. Et en fait, chaque lambda est mappé à un genre de contrôleur. On a réémulé un petit modèle MVC. Et chaque lambda correspond à un contrôleur. Donc vraiment une route, un contrôleur. Et donc ce fichier, au final, est devenu hyper simple parce qu'il vient juste mapper une entrée dans le serverless YAML avec un de nos contrôleurs qui est un sous-fichier qui est importé automatiquement. Pour le déploiement maintenant, donc là aussi c'est hyper simple parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il fallait aller sur chaque interface de chaque lambda pour les mettre à jour, c'était fastidieux. Ici on a besoin d'une ligne de commande qui est serverless deploy. Il faut avoir configuré ses credentials AWS, mais la commande en elle-même reste hyper simple. Ce que vient faire serverless ici, c'est que ça prend notre code source, que ça vient de zipper comme un gros bourrin. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a le code qui est partagé, mais il y a aussi du code mort sur chacune des lambdas. Ce code il est zippé, il est mis sur un S3. Les lambdas, elles sont toutes créées ou mises à jour en fonction du moment où on déploie. Et on vient dire à chaque lambda, le code que tu vas exécuter quand tu vas t'allumer, il est à tel endroit sur tel S3 dans tel fichier zip. Et du coup, quand la lambda démarre, elle va prendre ce code-là, le dézipper et l'exécuter. Il vient également créer les différentes ressources qui peuvent venir déclencher nos lambdas. Donc si on dit qu'une lambda peut être déclenchée par un event HTTP, automatiquement, il va venir créer une nouvelle entrée API Gateway avec la route associée et lier la route API avec la lambda. Ce qui est pratique avec cette commande, c'est que c'est vraiment hyper facile à intégrer dans une CI/CD. On a dû le mettre en place, on s'est dit que ça nous prendre la tête. Et en fait, c'était hyper simple parce que la partie la plus compliquée, c'était pas du tout cette partie AWS, c'était juste comment on set nos credentials pour qu'ils ne se retrouvent pas sur Git un jour ou un autre. Mais sinon, c'était vraiment hyper simple. Au-delà de ça, donc on voit que ça nous facilite la vie, mais il y a aussi des choses que l'on peut venir customiser. Et il y a notamment une communauté qui est relativement active, qui est de plus en plus active. Aujourd'hui, il y a presque 300 plugins officiels, donc qui apparaissent sur le site et sur le GitHub de Serverless, qui couvrent plein de sujets et un peu tous les langages. Donc le système de plugins, on peut en faire facilement soi-même pour venir modifier le comportement ou en réutiliser d'autres de la communauté. Le premier qu'on a installé et qui nous a vraiment beaucoup aidé, c'est Serverless Offline. Parce que c'est bien de vouloir faire du cloud, mais si à chaque fois qu'on change une ligne de code, il faut tout redéployer sur le cloud pour voir ce que ça a donné, on perd un temps fou. Et là, Serverless Offline, ça lance un petit serveur en local qui vient émuler les fonctions lambda. Il y a quelques différences sur le nommage de certains headers. Pierre s'est bien pris la tête sur l'un d'eux. Mais à part ça, ça fonctionne hyper bien comme des lambda. On n'est pas à comparer les perfs ou quoi, parce que c'est pas comparable évidemment. Mais ça nous a beaucoup aidé pour le dev en local. Il y a plusieurs plugins pour du dev en local, que ce soit du S3, du DynamoDB ou du SQS, d'autres services. On a, pour ceux qui voudront jeter un œil un peu plus avancé, un Serverless Plugin Split Stack. Donc quand on crée un projet serverless, on crée une stack, sauf que AWS nous impose des limites en nombre de stacks que l'on peut créer. Et du coup, il y a 2-3 workarounds à avoir pour séparer notre stack en plusieurs, pour faker un petit peu les limites d'AWS. Et Serverless S3 Sync, donc pour synchroniser un dossier local avec un bucket S3. Donc Serverless, tel que moi je le vois, tel que j'utilise, tel qu'on l'a utilisé à Calliope, c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau. On commence à avoir de plus en plus de cas d'usage, de retour d'expérience, mais c'est pas comme PHP ou JavaScript qui ont plein d'années derrière eux. C'est un peu long à prendre en main au début, pas forcément de par la complexité de ce que peut être une lambda, mais de par le nombre de services qui peuvent graviter autour, de savoir que une lambda devant, il faut mettre d'autres services pour que ça arrive sur le web. Enfin, il y a une petite marge de progression à faire là-dedans. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est très facile à tester. On peut aller sur Amazon, on se crée un compte, on fait un open up lambda, on modifie le code, on n'a rien à payer, on n'a rien à attendre. C'est quasiment instantané. La création d'une lambda, je crois, avant qu'elle soit disponible sur le web, c'est entre 5 et 10 secondes. Donc on peut vraiment le tester hyper facilement. C'est de plus en plus enrichi par la communauté parce que de plus en plus les gens l'utilisent, font des tests avec et développent de nouveaux trucs autour. C'est, comme on l'a vu, très peu coûteux sur la plupart des services. Il y a des services qui peuvent très vite monter cher en fonction de ce qu'on fait avec, mais que je parle d'AWS, mais Google et Microsoft le proposent aussi. Il y a un free tier
donc une partie où tout est gratuit jusqu'à un certain seuil. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, donc pour au moins tester des trucs et voire même faire des choses en production, on n'a pas forcément besoin de payer grand-chose. C'est très varié, voire trop parfois. Les services foisonnent et c'est à force de connaître des services et de savoir qu'ils existent qu'on peut se dire bah, ça plutôt que de acheter un serveur, de poser une petite brique dessus, bah, je sais que je peux le faire sur du cloud, que ce soit AWS, Google ou IBM ou Microsoft ou autre. Il y a aussi des contraintes, donc là on l'a vu sur des contraintes de performance. Chaque service va avoir ou pas ses limitations. AWS force des limitations relativement basses quand on parle de projets à l'échelle nationale ou internationale. Ils ont un support qui est relativement réactif, on peut bouger ses limites. Il y a parfois des hard limits qui sont des limites physiques parce que eux derrière ils sont quand même sur des serveurs. Donc si on leur dit qu'on veut un seul disque de 800 Teraoctets, ils vont nous dire bah non, c'est pas possible. Il y a plein de petites limites comme ça qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure qu'on s'y frotte. Et surtout, moi je trouve ça hyper fun parce que ben, c'est nouveau, il y a plein de petites choses à tester, mais il y a quand même de plus en plus de ressources, donc on ne se sent jamais seul. Et construire un site comme on l'a pu le faire nous sur Serverless, ou des API ou des applications, c'est un autre point d'entrée. On a d'autres choses à se préoccuper, on se bat plus avec les infras pour se dire tiens voilà mon code, débrouille-toi, je veux que ce soit en UAT ou en prod ou quoi. On sait un petit peu plus ce qu'on va faire, même s'il y a une partie qui est cachée, mais on sait ce que ça veut dire quand on dit que je déploie une fonction dans le cloud. C'est plus comme avant où je poussais mon code sur Git et je ne savais pas comment il arrivait en prod. Comme je disais, c'est très facile à tester, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, à tester dans votre coin. Vous n'y perdriez pas grand-chose à part un quart d'heure. Merci.